On va partir à Kharkiv. Pourquoi ? Parce qu'on a appris dans la région qu'il y avait Volodymyr Zelensky qui est actuellement à Kharkiv, qui était, parce qu'on sait qu'on communique toujours après sa venue. On va retrouver dans un instant Thomas Misraki qui est avec nous dans cette région de Kharkiv. Bonjour à vous Thomas, bonjour à Thibaut Bru qui est avec vous et à Kostia Yaremenko. On s'interrogeait sur cette communication d'Alexander Syrski aujourd'hui. Que nous dit-il ? Une sincérité qu'on a qualifiée d'assez désarmante, intrigante. Il nous dit qu'après les premiers succès mineurs des troupes ukrainiennes lors de l'offensive dans cette région de Kharkiv, les Russes se sont complètement enlisés, dit-il, dans des combats de rue pour Vovchansk et que cette armée russe avait subi des pertes très élevées en termes de personnel et d'unités d'assaut. C'est vrai qu'on disait cette situation extrêmement difficile pour les Ukrainiens. Est-ce que vous avez pu constater, Thomas, sur le terrain, cet enlisement dont parle Syrski aujourd'hui ? Oui, on a pu le constater ces derniers jours. Cet enlisement, il est effectif. Alors, ça ne veut pas dire que les combats sont terminés. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile pour l'armée ukrainienne. Mais lorsque l'on regarde secteur par secteur, on s'aperçoit que l'offensive russe débutée le 10 mai dernier est pour l'instant à l'arrêt. Je parle de l'offensive russe sur le nord de la région de Kharkiv. Si vous allez, par exemple, à l'est, autour de Vovchansk, eh bien, les combats sont extrêmement violents, mais les Russes ont arrêté de progresser au sol. Les Russes utilisent leur artillerie, leurs bombes planantes et leurs drones FPV pour frapper les Ukrainiens. Mais globalement, ces Ukrainiens contrôlent 60 à 70% de ce qui reste de cette ville et pour l'instant tiennent leur position. Si vous allez au nord de la ville de Kharkiv, là, les combats se déroulent actuellement dans la région, dans la localité de Liptsi. Alors c'est une petite localité, ce sont des combats au sol avec des petits groupes de soldats russes disséminés qui tentent d'avancer. Et là aussi, c'est par les airs que le danger vient pour les Ukrainiens. Un soldat de la 92e côté ukrainien nous expliquait que au nord de cette ville, eh bien, une ligne de front de 3 km avait été formée par les Russes avec l'utilisation massive de bombes planantes, une centaine par jour. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était comme ça en début de semaine là-bas. Et puis à l'ouest, au nord-ouest de la ville de Kharkiv, et on a passé une partie de la nuit avec Thibaut et Kostia sur une position ukrainienne à 4 km seulement de la frontière russe. Et là, je peux vous dire que à part quelques tirs d'artillerie épars, c'est bien, la situation était globalement calme. On a même pu rentrer de nuit sur la route avec Kostia et Thibaut cette nuit. Ça s'est donc relativement bien passé. Donc oui, pour répondre à votre question, sur le terrain, on constate un enrayement de la progression russe, mais les combats restent violents et toute cette progression enrayée a une conséquence, c'est que la plupart des unités qui se battent ici viennent du front Est, et là les Russes continuent d'avancer, ils continuent de taper fort, notamment dans les régions de Salsivyar et d'Avdivka. Enfin, autre conséquence pour les populations, parce que les Russes ont bombardé Kharkiv quasiment quotidiennement depuis le début de la semaine. Une dizaine de morts, une cinquantaine de blessés ces quelques derniers jours en Ukraine, essentiellement dans cette région de Kharkiv. Merci beaucoup Thomas, merci à Thibaut qui vous accompagne et Kostia Yaremenko. On reviendra certainement, peut-être avec vous d'ailleurs, sur cette information que nous avons appris, cette présence, cette visite, on va dire ça comme ça, de Volodymyr Zelensky à Kharkiv. Je vous voyais, Général Chovancy, acquiescer, être très intéressé par cette analyse que nous a fait Thomas Misraki. Surtout sur la conclusion, parce que c'est un peu ce que je déduisais de tout ce qu'il avait dit précédemment. En fait, on est bien sur l'estimation depuis le début de cette opération, de cette attaque dans le cadre d'une grande offensive sur l'ensemble du front, et dont pour l'objectif était d'attirer les forces ukrainiennes à Kharkiv pour protéger cette région. Maintenant que l'objectif a été atteint et que les offensives ont repris à l'Est, à Chassilhyar en particulier, c'est que l'effet recherché a été obtenu. C'est-à-dire que les brigades ukrainiennes ont été déplacées, elles ont été au combat. Le temps qu'elles reviennent, pendant ce temps, les Russes, à 200 km au sud, peuvent avancer. Et pas n'importe laquelle, 82e, nous dit-on, brigade d'assaut, c'est une des meilleures expérimentées en Ukraine. C'est elle qui parvient justement à faire enliser ces Russes-là. Oui, parce que Kharkiv ne pouvait pas être abandonné, encore moins la région. Donc l'effet militaire recherché, moi personnellement j'avais évoqué quand même que ce n'était pas une opération majeure au sens prendre Kharkiv, mais que c'était bien l'objectif d'attirer les brigades d'une autre partie du front. D'attirer les meilleurs là-bas, oui. Voilà. Alors je ne sais pas si c'était les meilleurs, peu importe. C'est ce que nous dit Kiev. Nous dit aujourd'hui, il y a la 82e qui est là et qui a réussi justement à rétablir ce rapport de force. C'est-à-dire que maintenant ils ont pris la ville de moitié. On disait que les Russes étaient à 60% d'occupation, les Ukrainiens à 40%, et là visiblement ils ont rectifié le tir. Oui, mais le résultat est là, parce que l'intérêt militaire
de conquérir ces villages ou cette ville, parce que quand même, c'est 17 000 habitants au départ, hein, c'est une grande ville. Quand on voit les images, on voit que le combat ne doit pas être facile tous les jours. Hein. Maintenant, l'objectif réel, c'est attirer les brigades. Et le résultat, il est là plus au sud. Alors par contre, on n'a pas beaucoup de témoignages sur les résultats effectivement obtenus par les Russes sur le terrain. Est-ce que l'affaiblissement du front est avéré, avec des conséquences graves pour l'armée ukrainienne? Ça, il est difficile de le dire pour l'instant. Ce que disait Thomas, c'est qu'effectivement, l'offensive continuait, mais on ne sait pas où sont les Russes aujourd'hui. Lucas Manger, c'est une stratégie russe. Il ne faut pas les prendre que pour des arriérés ne connaissant pas la guerre. Et puis, voilà, Anne le disait, l'une des meilleures brigades pour défendre la deuxième ville du pays. Donc, c'est logique. C'est beaucoup réussi. Donc, quand Syrski dit « l'ennemi a eu beaucoup de pertes », oui, bon, d'accord, pour Moscou, on sait que ça pèse pas lourd. Mais en tout cas, ils semblent avoir, pour le moment, réussi leur coup. C'est-à-dire que Moscou assume ses pertes. C'est-à-dire que, bien sûr, peut-être qu'ils ont raison et que les Russes ont perdu beaucoup de monde, mais c'est un nombre de pertes assumées dès le départ pour la stratégie que vous expliquez à l'instant, c'est-à-dire essayer de détourner les meilleures unités autour de Kharkiv. Et la visite de Zelensky, si elle se confirme à Kharkiv, est aussi une conséquence de ça, c'est-à-dire attirer l'attention sur Kharkiv, même si les Russes n'avaient pas l'intention de prendre la ville, faire en sorte que ça devienne une sorte de point de fixation, à la fois pour l'armée ukrainienne qui a été obligée d'y envoyer des renforts, parce qu'elle ne pouvait pas laisser la deuxième ville du pays se faire prendre trop facilement, et puis attirer notre attention, la nôtre aussi, tout simplement, l'attention des médias internationaux sur Kharkiv, en se disant « oulala, la deuxième ville du pays est peut-être en train de tomber ». Alors Thomas le racontait à l'instant, avec des bombardements incessants, donc tout ça, c'est pas juste de la théorie, hein. C'est-à-dire qu'ils l'ont mis en pratique, ils avancent, ils bombardent, mais ils attirent à la fois les soldats et l'attention, et pendant ce temps-là, ils peuvent avancer dans le Donbass tout en assumant, comme on ne connaît pas le nombre de soldats russes qui sont tués, mais on sait que l'armée russe a de la réserve et qu'elle est prête à perdre beaucoup d'hommes pour appliquer cette stratégie. Magali, il est dans cette région et il dit pourquoi Zelensky. Il dit qu'il se préoccupe de la défense qu'il y a dans toute cette région de Kharkiv, particulièrement de Vovchansk, et qu'il est très inquiet aussi sur les besoins de la population. Oui, absolument. Et donc il est à Kharkiv. On l'a appris sur son compte X, où il a dit « Je suis à Kharkiv ». Et il a mis une vidéo à l'appui de ça, où on le voit en effet se faire briefer par en effet ceux qui tiennent la défense de la ville. Il explique qu'en effet, il a reçu un rapport précis sur ce qui se passe dans cette région frontalière et qu'il se préoccupe énormément du sort des déplacés. Vous savez, il y a plus de 11 000 personnes qui ont dû être évacuées de cette région. Donc, il se place au plus près du terrain en disant on essaye de trouver des solutions pour l'hébergement de ces personnes que l'on a vu encore dans les reportages de Thomas, souvent des personnes âgées. C'est 14 et 15 000 personnes. Il explique aussi qu'il fait extrêmement attention à la remise en route des infrastructures énergétiques qui ont été largement bombardées par la Russie. Et puis, cette venue de Zelensky, elle n'intervient pas aussi à n'importe quel moment. Hier, il y a eu encore une frappe extrêmement meurtrière sur cette région de Kharkiv, notamment sur une imprimerie où était Thomas Misraki hier. Avec des dizaines de blessés. Donc, c'est important pour le chef de l'État ukrainien de venir aussi afficher sa solidarité avec la population. Après, des frappes qui vraiment sont très dures, autant les bombes planantes, les drones, et maintenant, manifestement, ces S-300, ces missiles qui se sont abattus hier en plein cœur de Kharkiv. Il faut que la population garde le moral, c'est important aussi pour Zelensky. Et vous parliez des évacués, Magali, évidemment, Thomas les suit, ces évacués de la région de Vovchansk. C'est vrai que c'est difficile de procéder pour les évacuer, et notamment ceux qui doivent impérativement quitter la ville. Une mission impossible sans des Ukrainiens comme Maxime, qui a pu rencontrer Thomas. C'est un ancien habitant qui s'est donné pour mission de sauver toutes ces personnes prises au piège par les combats et parfois en risquant même sa vie. Regardez ce reportage signé donc Thomas Misraki, Thibaut Bruck et Kostya Yaremenko. Le policier n'a rien pu faire. Le drone est arrivé par l'arrière, tué sur le coup. Il était en route pour Vovchansk. Il devait y évacuer des civils. Depuis la nouvelle offensive russe sur le nord de l'Ukraine, des routes comme celle-ci, Maxime en prend presque chaque jour, au péril de sa vie. Lui aussi évacue des civils. Il est volontaire. Pour filmer sa prochaine mission, nous l'équipons d'une caméra. De là où nous sommes, il faut environ 10 minutes en voiture pour atteindre la ville bombardée. Pour éviter d'être repéré,
Il doit rouler le plus vite possible. Le plus grand danger, ce sont les drones kamikazes. C'est dans le sud de la ville qu'il retrouve la personne à évacuer. Tout ce qui lui reste tient dans ce sac. Sa passagère est âgée. Elle est aussi désorientée. Il faut pourtant faire vite. Chaque minute passée en extérieur à Vovchansk est un danger mortel. Une fois la passagère à bord, Maxime repart en trombe. Nous les retrouvons au point de rendez-vous. Évacuation réussie. La vieille dame est hagard, mais saine et sauve. J'ai été blessée par une frappe de drone. Je suis devenue sourde. Je n'entends plus rien. Maxime décompresse. Il affirme ne faire que son devoir. Je suis né à Vovchansk. Ce sont mes voisins que je sauve. Je pense que toute personne normale ferait la même chose. C'est difficile et parfois j'ai peur, mais il faut faire le bien. Ce jour-là, Maxime a fait 3 allers-retours à Vovchansk. Grâce à lui, 13 personnes ont pu être évacuées. Chaque voyage lui prend environ une demi-heure. Wow.